Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, merci d'être là, merci d'être fidèles à Tech Co et à BFM Business. Chaque soir, on apprécie que vous soyez avec nous du lundi au jeudi de 19h30 à 21h. Vous le savez, on plonge dans l'actu tech avec ce soir une émission spéciale 19h30, 20h30. On va pendant une heure revenir sur toute l'actualité tech de ce jeudi avec au sommaire dans Tech Co la quotidienne, eh bien cette offre à peine croyable. OpenAI offre 5% de son capital à la Maison Blanche. Pourquoi faire? Pour montrer patte blanche justement. On va en parler dans un instant. Elon Musk qui prépare aussi, eh bien, évidemment, parmi tous ses projets, un smartphone boosté à l'IA. Cette info revient sur le tapis, on va essayer de la décrypter. Et puis on reviendra sur cette amende record pour Google, plus de 4 milliards d'euros. C'est l'Europe qui va encaisser. On va tout vous expliquer là aussi. C'est sans doute l'une des plus grosses amendes jamais payées par un géant américain. Voilà le sommaire de ce Tech Co la quotidienne ce soir. Un grand merci d'être là et bienvenue encore une fois à vous toutes et à vous tous. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et oui, le débrief de l'actu tech avec ce soir sur le plateau de Tech Co, Frédéric Simotel. Bonsoir à tous, salut François. Ça va Fred? Ça va. Journaliste à BFM Business, ça n'a pas bougé. Non, et voilà, et tous les soirs. À chaque fois, je dis souvent ça, mais quand OpenAI a sorti ChatGPT, donc novembre 2020, on fêtera d'ailleurs les 3 ans. Les 4 ans. 4 ans. 2022. Novembre 2022. Bon, il y a un moment, début 2023, on s'est dit, on va quand même pas parler d'OpenAI tous les soirs. Ouais, et ben non, finalement, on est en 2026, on en parle tous les soirs. On pourrait même en parler tous les matins si on veut. Jérôme, est-ce qu'on va parler de OpenAI ce soir? Je crois, j'ai cru comprendre qu'on allait en parler. Jérôme Marin, qui est fondateur de cafetech.fr, avec évidemment cette newsletter que je vous invite à suivre. N'hésitez pas à vous abonner, cafetech.fr, un point complet plusieurs fois par semaine sur l'actu tech du moment, que tu analyses avec beaucoup de brio, comme on dit. Eh bien justement, vous savez quoi, on va commencer par OpenAI. OpenAI qui serait prêt à céder, écoutez bien, une partie de son capital à la Maison Blanche. Solution donc envisagée par Sam Altman pour se garantir de bonnes relations avec l'administration Trump, car les contrôles de Washington sur les entreprises IA sont toujours plus nombreux. Paul Waller nous explique tout ça et on revient sur le plateau juste après. Accès à Fable 5 restreint aux ressortissants étrangers près de 3 semaines, lancement de la dernière version de ChatGPT déjà retardé, la Maison-Blanche resserre son étau sur les géants de l'IA, alors Sam Altman veut se donner de l'air pour éviter que les contrôles sur OpenAI ne deviennent la norme. Il propose à l'administration Trump de faire don à l'État de 5% du capital de l'entreprise, par actuellement valorisé plus de 42 milliards de dollars. Une façon de s'acheter les faveurs du président américain, alors que certains de ses conseillers sont favorables à une réglementation plus stricte de l'IA. Sam Altman propose par ailleurs que les autres géants du secteur, Meta, Google, Anthropic, participent aussi à ce mouvement en allouant 5% de leur capital à un fonds souverain qui reverserait des dividendes au trésor public et aux citoyens. Il serait magnifique, disait déjà Donald Trump le mois dernier, que les Américains deviennent des partenaires de cette révolution IA. C'est quand même étonnant cette histoire-là. 5% du capital d'OpenAI qui va directement au gouvernement américain, à l'État, finalement. Comment pourrait-on décrypter cette info, Jérôme? Non, mais c'est intéressant. Après, ce que je trouve très intéressant, c'est que donc Donald Trump est pour ce fonds souverain alimenté par les actions des spécialistes de l'IA, et Bernie Sanders, qui est complètement à l'opposé de l'échiquier politique américain, et aussi a proposé la même chose. Donc je trouve ça assez intéressant que sur un sujet, finalement, il y a un point où ils s'entendent. D'accord. Sur la réglementation de l'IA, peut-être pas, mais sur ce sujet-là, en tout cas, ils le sont. Après, ça s'inscrit vraiment dans ce que fait Donald Trump. On l'a vu, il a investi dans Intel, où il a forcé Intel à donner, je crois, 10% du capital pour donner de l'argent qui était déjà prévu, qu'Intel devait recevoir, et pour récupérer l'argent, ils ont dû donner 10% du capital. Donc il est vraiment dans cet interventionnisme assez pas très américain finalement. Et là, ce qui est intéressant, excuse-moi, je te coupe, c'est que les précédentes informations, en tout cas les précédentes annonces, c'était Trump qui les avait faites. Justement, les 10% d'Intel, c'est lui qui avait annoncé l'information. Là, c'est Sam Altman. Ça change tout parce que Trump, en général, aime bien lui-même annoncer des choses
choses qui vont dans son sens. Il l'a déjà annoncé, en fait. Il en a déjà parlé. Après, Sam Altman, je ne sais pas si c'est annoncé de manière officielle, c'est le Financial Times qui en parle, donc c'est pas forcément encore Sam Altman qui en a parlé officiellement. Ce qui tu crois qu'il aurait grillé la politesse à Donald Trump? Non, mais je pense pas. Mais le timing, en fait, il est intéressant, c'est qu'il y a la semaine dernière, quand GPT 5.6 est sorti, que les États-Unis ont mis le holà sur qui pouvait l'utiliser. Donc il y a qu'une vingtaine d'entreprises qui ont le droit d'utiliser la nouvelle version de ChatGPT aujourd'hui, enfin de GPT. Et là, une semaine après, finalement, OpenAI dit, bon, si vous voulez les 5%, bon, pourquoi pas, on va vous donner les 5%. Ce qui est quand même assez fou parce que moi, j'étais aux États-Unis quand il y avait la faillite de General Motors. Donc c'était en 2010. General Motors, l'État américain est rentré dans le capital de General Motors. Et pour General Motors, c'était une honte, en fait. Et la seule chose que voulaient les patrons de General Motors, c'est de sortir, de ne plus avoir les dettes américaines dans le capital. Oui, c'était en fait une nationalisation. Oui, pour General Motors, oui. Mais en fait, c'est quand même un retournement, parce qu'aux États-Unis, comme l'État, c'est pas forcément le meilleur ami de tout le monde. Et donc, c'est assez intéressant de dire que là, finalement, on donne ces 5%. Alors, ça a été expliqué dans le reportage, c'est parce qu'on veut s'acheter la paix avec Donald Trump. Et comment on s'achète la paix avec Donald Trump, c'est de lui donner ce qu'il veut, en fait. Alors c'est un modèle qui existe déjà, de redistribuer des actions. Tu as le fonds, c'est un fonds souverain en Alaska qui redistribue souvent c'est sur le pétrole. Sur le pétrole, tu vois, la population Alaska. Donc le modèle existe déjà. Après, là, ce qui est surprenant, c'est l'IA. Et puis même, tu te dis, dans le modèle de la Silicon Valley, où longtemps, les actions vont aux salariés, aux collaborateurs, enfin aux actionnaires, etc. Là, ça va. C'est ce qu'on disait hier sur un autre sujet. On dit oui, ce rapprochement entre le gouvernement et la Silicon Valley, il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer. Après, on voit, c'est quand même la montée en puissance de l'État américain dans l'IA d'une façon générale. Là, ça marque quand même. Quand nous on parle de souveraineté, eux aussi quelque part, et ils parlent de souveraineté. Et puis ça répond peut-être, tu sais, il y a quand même cette musique qui monte aux États-Unis. Alors nous, on la voit un peu moins parce qu'on lit pas toute la presse américaine tous les jours, mais le risque des emplois perdus autour de l'IA, de dire, écoutez, regardez, oui, il y a peut-être des emplois, on se pose des questions, mais regardez, on est en train déjà de leur ponctionner un peu d'argent et puis on va le redistribuer derrière. Donc il y a aussi cette notion-là. Mais à un moment, moi, j'avais même pensé que c'était dans le programme, tu sais, on en a parlé ce matin, Donald Trump a mis en place un programme $1000 pour chaque nouveau-né aux États-Unis, mais dans des actions qui pourront toucher à 18 ans. Et du coup, pour inciter les jeunes à regarder un peu la bourse, ce qui est pas bête, ça c'est financé par Dell, par Michael Dell. Et j'ai pensé à un moment que c'était un système qu'ils allaient mettre un peu comme ça, c'est-à-dire les gens ça doit coûter un sacré billet cette histoire, non? Je sais pas combien il a mis beaucoup d'argent. Parce que je sais pas, le taux de natalité aux États-Unis est quand même assez élevé, donc. Et moi j'ai pensé à un moment c'était un peu ça, qu'ils allaient découper des actions. Tu vois, tu allais avoir un petit bout d'action, tu as un nouveau-né chez toi, tu as un petit bout d'action OpenAI, mais bon, c'est pas la même histoire. L'idée globale est un peu là, mais de la redistribution. Mais c'est pas du tout le même modèle. Alors Salim Nassur nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Salim. Bonsoir. Heureux de te retrouver. Salim, tu es fondateur de Mars avec 2 A. Alors j'imagine tu es arrivé pendant qu'on débattait sur ce premier sujet, mais j'imagine que tu l'as suivi. OpenAI qui propose d'offrir 5% de son capital au gouvernement américain. Est-ce que c'est bon? Évidemment, c'est pour s'attirer les bonnes grâces de la présidence américaine, mais qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un vrai shift, enfin un vrai changement de paradigme par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent dans la tech. Ça fait un certain nombre d'années qu'on est tous là-dedans. Et on revient à une époque où on est dans des nationalisations, en fait, quelque part. C'est un début de nationalisation. Et c'est marrant parce que ça fait un petit moment que je le dis, l'IA, c'est vraiment profond. Et donc, c'est quelque chose qui est à mettre au même titre que l'électricité, le pétrole, qu'à une époque. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'infrastructure qui est autour c'est même plus une infrastructure, c'est une infrastructure cognitive, en fait. Donc, se dire, OK, il y a l'État qui prend une partie parce que ça devient stratégique, mais quand on regarde, en Chine, c'était déjà ça. En Chine, quand tu regardes, les programmes, ils sont financés par le gouvernement chinois, en fait. Donc, c'est juste ces États, la Chine et les États-Unis, qui prennent conscience, enfin, qui ont pris conscience bien avant nous on commence à le faire, que c'est quelque chose d'hyper stratégique. Et après, Frédéric l'évoquait un petit peu tout à l'heure, je pense qu'aussi, dans cette idée
c'est aussi un peu pour calmer les craintes de la population qui, en effet, peuvent se dire soit je vais perdre mon emploi, ce qui parfois est vrai, parfois ne l'est pas, soit regardez toutes ces IA, tous ces data centers qui viennent consommer notre énergie. Et donc, c'est quelque part cette redistribution, elle est programmée, mais elle est programmée même depuis 10 ans, en fait. Quand tu regardes, ce sont les travaux qu'ont pu faire, d'ailleurs, déjà Sam Altman à l'époque, dans Open Research. Ils avaient fait des travaux justement de redistribution des richesses au travers d'un revenu universel pour tout le monde. Est-ce que ça peut être contagieux ? Est-ce que demain Anthropic peut réagir de la même manière ? OpenAI, visiblement, enfin, d'après ce que dit l'article, aurait demandé à ce que les autres fassent la même chose. Oui. L'idée, c'est que tout le monde le fait, si personne ne sent le faire. Après, juste sur l'idée de la redistribution, moi, je comprends le principe, mais juste en imaginant que ces entreprises fassent 1000 milliards de dollars de profit, ce qui, aujourd'hui, Apple ne fait pas ça. Par exemple, Apple, Google, Meta, Facebook, ils font pas 1000 milliards, mais en imaginant qu'ils font 1000 milliards. Enfin, tous ensemble, non, ils ne font pas les 1000 milliards, non. En imaginant qu'ils font les 1000 milliards de profit, l'État américain a 5%. Donc, si on met 1000 milliards de dividendes, ça fait 5%, ça fait 50 milliards de dollars. C'est pas beaucoup, 50 milliards de dollars à l'échelle des États-Unis. Ça fait genre $200 par an par Américain. Donc le principe de redistribution, il faudrait que ce soit beaucoup plus, que ce soit vraiment important. Donc moi je pense que oui, il y a le côté où on veut essayer de montrer patte blanche parce que il y a des craintes sur les impacts de la sociétaux, de l'IA. Donc on dit on va redistribuer. Mais en vrai, quand on regarde les chiffres, ça va pas faire grand chose en fait. Et c'est pas ça qui va remplacer les millions d'emplois peut-être qui seront perdus. Donc mais c'est rigolo ce que tu dis. Enfin, non, mais c'est rigolo ce que tu dis parce que si on revient 3 à 4 ans en arrière, quand je disais il y aura des emplois potentiellement qui seront perdus et il y en a d'autres qui seront créés, les gens disaient non, il n'y aura pas d'emplois. Maintenant on dit il y aura des emplois qui seront perdus, mais on n'aura pas assez pour financer tout ça. Il y a toujours ce côté un peu de se dire oui, ça n'arrivera pas. 5%, c'est un début. À un moment, tu comprends bien que si tout le monde ne peut pas avoir accès à ces richesses et que c'est concentré que sur une partie, ça veut dire qu'il y a une révolution, quelque part, il y a une révolte. Donc, pour contrer ça, il faudra bien trouver des pare-feux. Non, mais ce qui est étonnant, je pense qu'il faudrait. Toi, tu as vécu un peu aux États-Unis, Jérôme aussi. Mais je sais qu'il faudrait aller voir un peu dans la société américaine parce qu'on est quand même dans cette contradiction où nous, on voit toujours les Américains avides de business, il faut gagner un maximum d'argent et tout ça. Et là, on a cet esprit aussi. Ah oui, mais ce côté égalitaire, tu disais, on est Bernie Sanders, quoi. Il faut redistribuer. Et ça, c'est assez paradoxal parce que les Américains, on les voit, on voit le niveau de pauvreté de certains, la redistribution, le côté social n'est pas vraiment comme chez nous. On voit la santé, tout ça, c'est pas. Et là, tout d'un coup, sur cette partie-là, là, on voit qu'on veut bien un petit peu de redistribution. Donc c'est ça qui est étonnant. Et le truc, c'est qu'on voit que on veut que les citoyens américains deviennent un peu copropriétaires du truc. C'est ça qui est étonnant dans cette annonce, quoi. C'est ce pays, parce qu'ils ont plein de choses à faire quand même dans le social. On le voit, tu sais, quand on va à Las Vegas, on voit c'est honnête. On sait que la santé c'est compliqué. On voit des personnes très âgées qui, bien au-delà du seuil de la retraite, qui travaillent dur et qui ont peut-être 70, 75 ans, parfois même plus. C'est terrible. En tout cas, c'est intéressant. À voir si les autres vont suivre et si l'appel de Sam Altman va être maintenu, parce que 5% donc d'OpenAI, 5% d'Anthropic. Google. Oui, ça m'étonnerait que Google mette 5%. Google est coté en bourse, donc c'est quand même plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est quand même plus compliqué de donner 5% en entreprise quand tu es coté en bourse. Quand tu n'es pas coté en bourse, tu fais un peu ce que tu veux, entre guillemets. Quand tu es coté en bourse, à mon avis, c'est plus compliqué. Et puis Google, 5%, ça fait beaucoup d'argent. 200 milliards de dollars. Ouais, oui, mais encore une fois, il faut arriver. C'est toute la difficulté d'arriver à se projeter dans un autre monde. On entre dans un autre monde. Le capitalisme, comme on l'a connu aujourd'hui, il est en train de flancher. Donc il faut vraiment redéfinir, mais même au niveau tu vois, j'en parle souvent avec des dirigeants d'entreprise, redéfinir qu'est-ce que c'est que la valeur travail et comment on va organiser une entreprise, sachant qu'il y aura aujourd'hui des agents IA, il y aura des agents humains et tout ça, ça va coexister ensemble. Si tu restes dans le schéma mental de se dire, ok, c'était comme ça et ça va évoluer de la même façon, ça marche pas.
il faut complètement repenser toute cette organisation, aussi bien au niveau des entreprises, mais au niveau de la société. Et ça, c'est bien le problème qu'on a, nous, en France, avec des politiques qui ne comprennent pas suffisamment ces enjeux-là. Mais ces enjeux-là, ils sont débattus dans la Silicon Valley depuis plus de 10 ans. Oui, mais Elon Musk le dit. En fait, ça fait des années qu'il évoque, à cause de l'IA, un revenu universel, parce qu'il y aura plein de gens qui... On continue à penser comme dans l'ancien monde, en fait. Ce monde est en train de changer, mais rapidement. Mais c'est vrai que c'est tellement loin de des valeurs qu'on a développées depuis toutes ces centaines, ces siècles, en fait. Ouais, mais c'est complètement différent. Hier, je faisais un atelier sur le growth mindset. Alors, juste 2 secondes, vous savez ce que c'est le growth mindset? C'est justement cette capacité de pouvoir se projeter et voir un challenge et le transformer en opportunité. Et tu regardais dans la salle, la plupart des gens, c'est une salle française, sont fixed mindset. Donc, ce que j'ai connu, j'ai du mal à en changer. Et quand je veux le changer, je mets beaucoup de temps. Or, aujourd'hui, ce changement, il est rapide, on le voit. On passe du petit chatbot sympathique il y a 4 ans, quand OpenAI est sorti, à oula, c'est en train de changer complètement le monde. Ouais, mais c'est intéressant. Mais on le savait dès le départ. Ça veut dire qu'on a pris du temps à le comprendre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, demain, on pourrait vivre d'une espèce de revenu généré par la productivité de l'IA, suite au fait que ce ne serait plus des humains qui produiraient en fait cette richesse. Ça serait de l'IA. C'est ça l'idée. Moi, je suis pas contre. Hein. Franchement, si demain tu as un salaire et que tu travailles peut-être beaucoup moins ou pas du tout pour certains, ça peut être cool. Mais après, c'est un mouvement qui est porté quand même par ceux qui font l'IA. On n'a pas encore entendu des grands patrons chez Walmart, tu vois, les grands General Electric qui sont en train de dire et qui comprennent cette transformation quand même pour certains, mais ils sont pas en train de dire. Regarde, tu parles de Walmart et tu vois, j'en parle avec des DRH et c'est assez drôle parce que et c'est là où il faut arriver à faire ce switch mental qui est pas simple, mais se dire ok, on a pendant des dizaines d'années, pour pas dire des centaines d'années, relié la valeur travail avec la rémunération. Okay, mais quand tu regardes aujourd'hui, un retraité ne travaille pas, il est quand même rémunéré. Quand tu regardes aujourd'hui, quand on se dit... Oui, parce que c'est aussi le fruit de la cotisation. Mais laisse-moi finir. Quand on se dit aussi aujourd'hui, tu vois, je parle encore une fois avec des DRH et ils vont me dire, oui, mais le travail, c'est du sens. Mais quand tu leur dis, mais aussi, quand tu parles de Walmart, le gars qui tous les jours prend des palettes et qui les met dans des rayons, est-ce que ça a vraiment un sens pour lui? Pas forcément. Est-ce qu'à un moment, il préférerait pas passer du temps avec sa famille, et pouvoir développer des actions associatives, pouvoir créer une boîte ou faire ce genre de choses. Donc encore une fois, je ne dis pas que j'ai la solution de demain, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de shifter, et cette IA nous pousse très rapidement à le faire, et il faut réussir à avoir cette ouverture, ce growth mindset dont je parle souvent, pour pouvoir réinventer demain. Si je peux me permettre, je ne pense pas que Donald Trump ait un growth mindset. Je pense que Donald Trump, il fait du populisme, et de toute façon, ces 5%, je ne sais même pas si ça va arriver. De toute façon, il y a les élections qui arrivent en novembre, donc on ne sait même pas si ça va se faire. Là, on ne parle pas de Trump, on parle de Altman. Tu vois, oui, mais Altman, la proposition vient d'Altman. Altman, si tu regardes, 2016, il a fait une étude sur le revenu universel. 2016, c'est il y a 10 ans. C'est autre chose encore. C'est même pas, on n'en est plus sur les 5%, c'est autre chose. Mais sur Altman, il a une vision un peu différente, je ne sais pas, de la société. Je pense qu'elle n'est pas du tout partagée par la grande majorité des Américains et par les gens qui sont au Congrès américain, à part peut-être Donald Trump. Et encore, je pense que même Donald Trump, les propositions d'Altman, elles sont peut-être un peu trop socialistes pour lui. Donc, voilà. Donc, moi, juste pour revenir sur le sujet, plus être terre à terre sur le sujet, je ne sais même pas si ça va arriver, ça va se faire en fait. C'est vraiment, Bon, de toute façon, rien n'a été confirmé maintenant, mais on trouvait cette info quand même assez étonnante, et c'est pour ça qu'on a pris le temps de la décrypter. Et vous voyez, enfin, un petit peu les conséquences que ça peut avoir, parce que non, on sait que ça va transformer, mais ça reste quand même un pays qui est dirigé par le business. La valeur de l'action et tout ça. Alors, donc là, on a un peu cet effet-là, comme tu dis, Sam Altman, on commence un peu à connaître le personnage. Chez Y Combinator, on voyait un peu qui suivait comme entreprise. Voilà. Bon. Mais c'est... Et l'Europe dans tout ça. En tout cas, s'il veut nous donner 5% à nous, on n'est pas contre. Franchement, je prends même 1%. Allez, c'est quoi? Même un demi. Allez. Demi, top là, on le fait, Sam, sans aucun souci. Bon, dans l'actu, revenons à une autre personnalité étonnante, c'est Elon Musk. Elon Musk, via SpaceX, qui a présenté aux investisseurs un prototype du nouvel appareil IA qui pourrait exister. Alors, je vous le dis tout de suite, Elon Musk a démenti dans la foulée.
Bon, cela dit, voilà. C'est pas la première fois qu'il dément quelque chose qui est vrai. Qui est vrai, voilà. C'est le Wall Street Journal qui affirme que SpaceX développerait donc cet appareil IA qui serait plus fin qu'un iPhone avec un processeur Snapdragon, un système d'exploitation propriétaire, bien sûr. Il faut voir aussi que, évidemment, on est dans cette logique où d'autres appareils de ce type devraient sortir. OpenAI en aurait un. Alors, est-ce que c'est pas aussi pour, tu vois, enfumer tout le monde que SpaceX sort met ça comme ça sur le devant de la scène? Ça aurait été pour informer les investisseurs. Ce qui est une pratique assez courante. Hein, C'était avant l'introduction en bourse aussi, donc c'était pour leur montrer qu'on fait autre chose et on a un potentiel important. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Jérôme, est-ce que tu crois, toi, ce produit développé donc par SpaceX, en tout cas par xAI, qui pourrait en fait se substituer au smartphone? Alors, qu'il y a un projet, je pense que oui. Enfin, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un projet comme ça, et puis d'autres personnes pensent, ont des informations qui vont dans ce sens, que ça se déconcrétise. On verra. Elon Musk a pas mal de projets souvent qui ne concrétisent pas. Donc, oui, parce que là, ça va être en test, et puis peut-être qu'ils se rendront compte dans quelques temps que ça marche pas, que ça coûte trop cher, etc. Après, Musk, il aime bien faire des process accélérés. Il faudra quand même 2-3 ans avant d'avoir le. Ou alors il a racheté un Chinois et puis sur son truc. Et après, si je crois au potentiel du produit en tant que tel, alors sachant qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est aujourd'hui, hein, mais est-ce que il y a un shift qui va s'opérer entre des smartphones vers ces nouveaux produits qui sont dopés à l'IA? Déjà, est-ce que ça va vraiment arriver? Et à quelle échéance? Ça, c'est une question que moi, je me pose en tout cas. Et est-ce que les gens vont faire confiance à Elon Musk? Et à dire, parce que quand il a fait xAI, il va dire xAI, ça va devenir l'IA la plus importante du monde. Aujourd'hui, xAI, c'est tout petit, c'est un petit pourcentage, parce qu'il y a des problèmes de confiance notamment. Donc moi, j'ai plus de doutes sur le côté-là. Est-ce que si le produit peut se concrétiser un jour, est-ce qu'il y aura un marché? Alors il y aura un marché probablement, mais est-ce que les gens vont se jeter sur ça? Je ne sais pas. Salim, alors ce produit mystère. C'est rigolo parce que, et encore une fois, c'est bien parce qu'on est dans le débat, mais tu vois, si tu prends cet exemple que tu viens de prendre, tu parles de xAI qui est tout petit. C'est vrai, xAI est tout petit. Mais SpaceX, c'est pas tout petit. SpaceX, tu prends son chiffre d'affaires, c'est tout petit, c'est 18 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Qui envoie le plus de satellites aujourd'hui dans le monde? D'accord. Okay. Après, si tu prends Starlink, c'est pas tout petit. 9 millions d'abonnés. D'accord, mais qui a une constellation aussi importante dans le monde? Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est tu vois, mais je rebondis dessus parce qu'on en parlait hier soir dans un truc où j'intervenais. Après, il y a les perspectives et les chiffres, les chiffres factuels, on va dire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu prends un Ariane Espace, un Eutelsat, on est très loin de la constellation d'un Elon et personne ne peut rivaliser à ça. Et donc nous, encore une fois, on est toujours dans cette attitude de dire « Ouais, mais regarde, c'est nul, ça marche pas ». En attendant, les autres font. Et après, on se rend compte que « Ah bah mince, c'est trop tard pour y aller ». Il a pas dit que c'était nul. Non, mais il dit « Ouais, mais regarde, il annonce des trucs, après c'est tout petit. » J'ai dit xAI, c'est tout petit. Non mais c'est vrai. Mais tu as pris un exemple parmi... Il a quand même eu le lead sur la voiture autonome, Tesla. Tout le monde disait que c'était pas vrai. Il a pris l'espace. On disait qu'on pouvait pas refaire. Et je suis pas un fan d'Elon Musk. Je suis juste parce que j'étais dans ce sujet-là ces 2 derniers jours où il faut qu'on change cette mentalité française où à chaque fois on dit ah ben non c'est nul machin et nous on rigole et après eux ils font. Et quand ils sont là, on se dit ah ben mince on est dépendant maintenant. Bah oui, il faut quand même regarder aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, et notamment sur ces sujets-là. Si on se disait, peut-être qu'il va y avoir un remplacement du smartphone, on commencera à se dire que nous, en tant que Français, parce qu'on n'est pas plus bête qu'un Américain, on commence à travailler sur ces sujets-là, et donc on commence à se concentrer là-dessus. Quand tu regardes un projet comme, comment ça s'appelle, Soltana, le projet de Microsoft, vous avez vu ce truc-là ? Où eux-mêmes, ils créent leur OS, en fait, ils vont même remplacer eux-mêmes Windows, en fait. Le projet Soltana, ils créent 2 devices qu'ils ont présenté la build récemment. C'était un peu nébuleux, moi, j'ai pas bien compris ce truc-là. C'est super intéressant quand tu regardes. Aujourd'hui, il y a un truc sur le desktop. Ah ouais non, c'était très B2B, je crois, non? C'était plutôt pour le B2B. Oui, c'était B2B. Ouais. Mais c'est précurseur, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as donc un espèce de device desktop qui remplace ton smartphone, qui remplace ton téléphone, et avec lequel tu parles. Ça veut dire que tu vas parler, tu vas lui demander des choses. Et tu ne vas pas forcément après passer par un Windows, ni même par un Excel, ou etc. Tu vas lui demander de faire des tâches. Et c'est vers ça qu'on va, ce genre de trucs. Et le deuxième objet qu'ils ont présenté, qui est assez fou dans le B2B, c'est un badge. Un badge nouvelle génération. Comme tout le monde a des badges en entreprise, donc ils mettent un badge avec un écran, avec une caméra, où tu vas pouvoir avoir ton interaction avec ton IA qui sera toujours sur toi, disponible, et pour converser, puis lui faire des tâches. Et donc l'industrie
petit à petit va vers ça. Quand on regarde, c'est pour ça que OpenAI s'est mis avec Johnny Ive pour aller vers ça. Meta réfléchit avec des pendentifs. Elon Musk, il y a ces rumeurs. Et nous, on ricane et on dit ah ben non, tu vois. Non, alors je te corrige un peu. Il a pas ricané parce que ce n'est pas que toi. C'est juste parce que j'entends ça beaucoup ces derniers temps. Et je dis purée, arrêtons, faut qu'on développe ce genre de choses. Moi, je suis plutôt de ton avis, mais voilà, il n'a pas été dans le fait de minimiser tout ça. C'est pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on se rend compte quand même que se lancer dans cette aventure du smartphone, qui est un produit aujourd'hui qui est déjà utilisé par des milliards d'individus. C'est pas l'aventure du smartphone, c'est l'après-smartphone. L'après-smartphone, d'accord. Mais on va dire qu'il y a des Samsung qui préparent l'après-smartphone, il y a Apple qui prépare l'après-smartphone, il y a tous les Chinois qui préparent l'après-smartphone. On revient en arrière, et c'est pas toi que je vais apprendre ça. À l'époque du BlackBerry, et j'étais chez Alcatel-Lucent à l'époque. Les gars, tu leur disais, commençons à développer sur autre chose, et notamment, il va y avoir l'iPhone, etc. Ah ben non, on va pas développer sur l'iPhone parce que le BlackBerry, c'est 90% de part de marché. Il est où le BlackBerry aujourd'hui ? Donc, ne pas pouvoir avoir cette capacité d'anticiper ce qui va arriver demain, ça te met en danger par rapport à demain. Quand tu parles de l'Europe, c'est qu'il faut aussi être réaliste. Qui en Europe est capable de prendre ce risque ? Qui est capable de lever plusieurs dizaines de milliards et tout ça ? Personne n'est prêt à prendre ce risque. Personne. Alors qu'aux États-Unis, tu vois. Et puis malheureusement, on n'a même pas le savoir-faire pour fabriquer ce type de produit. Je suis désolé. On l'a plus. On l'a plus. On avait aujourd'hui. On avait un Alcatel à une époque, mais. Oui, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas pessimiste. C'est que il va falloir qu'on fasse autre chose pour essayer d'être compétitif dans d'autres domaines. Pour moi, avant de faire d'autres choses, il faut déjà qu'on se dise est-ce que c'est possible ou non. On a une vraie difficulté, et je le dis après 30 ans passés dans ce secteur-là, à imaginer demain. Et donc, quand tu ne sais pas imaginer demain, tu ne peux pas construire demain, tu ne peux pas former les gens pour demain, tu ne peux pas faire tout ça. Non, mais on sait penser demain, mais on n'a pas les moyens de penser demain. Il y a une question de moyens qui est importante, Frédéric, tu as raison. Mais ce n'est pas que ça. Mais je t'assure. Regarde toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé. Mistral aujourd'hui, qui est la société que tout le monde suit, sur laquelle tout le monde parie, même eux, on voit bien qu'ils n'ont pas les moyens d'un OpenAI, ils n'ont pas les moyens d'un Anthropic et tout ça, ils sont obligés de revoir. Ils se transforment presque en ESN aujourd'hui. C'est vrai. Tu vois, ils se rendent compte qu'ils pourront pas rivaliser. Donc, tu vois, même Mistral, alors que tout le monde est derrière, on va pas pouvoir bouger. On a des très belles entreprises dans la techno, des Thales. Il y en a. Oui, mais bien sûr. Mais même si tu prends SML au niveau européen, c'est formidable. Mais tu vois, SML, on te parle, voilà, 1 milliard, allez, 10 milliards max. Là, on parle en centaines de milliards. C'est-à-dire que tu as ces gens-là, ils sont capables de sortir des centaines de milliards. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Oui, l'action, elle a remonté. Ouais, mais alors c'est là où si tu connais vraiment bien le système, tu te dis, les milliards, ils sortent pas d'un chapeau. Les milliards, ils viennent d'un storytelling. C'est comme ça que ça marche un VC. Tu lui expliques pourquoi il va te donner autant d'argent pour le faire. Quand tu dis, moi je veux faire ça... Oui, mais les VC vont te dire, oui, mais moi je le fais aux États-Unis, je fais pas en Europe. C'est pas grave, tu le fais aux États-Unis, mais tu auras quand même construit quelque chose. Si tu veux, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas penser grand. Et quand les autres pensent grand, on ricane. Je suis désolé. Non, je suis pas d'accord. Non, je pense qu'on sait penser grand, mais on n'a pas les moyens. Je pense que Arthur Mensch, je lui dirais, Arthur, faut lever 100 milliards. Lui dirait, il foncerait. Et puis, mais derrière, il faut que ça arrive. Tu vois, déjà pour recruter. Tu vois, tout notre modèle de recrutement. Et puis, si ça marche pas, nous on peut pas licencier comme ça 20 000 personnes d'un coup. On n'a pas la capacité à embaucher aussi comme ça 9 000 personnes tous les 3 mois. Enfin, oui, tu vois. On dit la même chose, Frédéric. Ouais, mais... On n'a pas la capacité de licencier 20 000 personnes parce qu'on ne se donne pas la capacité. Mais encore une fois, est-ce que c'est souhaitable de licencier 20 000 personnes ? C'est un autre débat. Juste pour conclure sur ce sujet, parce qu'on était parti d'un éventuel produit chez SpaceX, on a un petit peu débordé. Moi, je pense que c'est surtout, il y a un petit côté actionnariat, il faut rassurer que l'action elle est retombée. Faut dire comme tout le monde, je pense comme toi, ils réfléchissent à quelque chose. Mais là où je suis d'accord avec Jérôme, c'est est-ce qu'on est
prêt à confier en fait à xAI toute notre vie dans un appareil? C'est ça la question. Alors qu'en face, tu as Anthropic, tu as OpenAI, etc. Et c'est peut-être ça que Elon Musk doit essayer de corriger. Moi, j'aurais plus cru à un truc. Cela dit, tu vois, xAI aujourd'hui dans Tesla, il paraît que c'est pas mal. Hein. On parle moins de Neuralink, mais j'aurais plus cru à un truc, tu vois. Alors, tu parles du badge, le badge qu'on va avoir là, et puis peu à peu, pout. Ah, mais bien sûr, c'est la next step. Allez, paf, un truc. Ah, mais c'est le next step. Allez, on y va. Comment tu te sens? Je sais pas trop. Et puis à un moment, tu bouges, mais tu vois, c'est pas toi. Et puis d'un coup, tu dis xAI, c'est génial. Je sais pas pourquoi. Ça, pour le coup, j'y croirais si on m'avait dit il est en train de développer un système, un Neuralink. Il va par étapes. Par étapes. Petite pause. Jérôme Marin, Salim Nassur, Frédéric Simotel. Il est bientôt 20h. On revient dans un instant. On parlera de Meta qui s'intéresse de plus en plus au cloud et pourrait même louer ses services. Vous allez voir, un petit peu comme xAI, je le fais justement auprès d'Anthropic. On évoquera aussi Apple qui demande au gouvernement américain d'utiliser plus mémoire chinoise. Est-ce que c'est gagné cette histoire-là? Pas forcément. Vous restez avec nous. La deuxième partie de ce débrief de l'ActuTech juste après cette petite pause. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, il est 20h01 en ce jeudi soir. Merci d'être là. Tech & Co avec ce soir pour commenter l'actualité jusqu'à 20h30. Salim Nassur qui est le fondateur de Mars. À tes côtés Salim, c'est Jérôme Marin, le fondateur de cafetech.fr et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. Parlons de Meta maintenant, puisque Meta pourrait se lancer dans le cloud dédié à l'IA. On en avait parlé il y a quelque temps de cela. C'était SpaceX qui avait loué et qui loue encore ses capacités excédentaires de puissance de calcul à des acteurs tiers, voire même concurrents. Et c'était le cas d'Anthropic. Google aussi. Et de Google aussi. Et c'est des contrats à plusieurs milliards, bien évidemment. Meta se dit, tiens, j'ai beaucoup de puissance, mais qu'est-ce que je vais en faire de cette puissance? Si je la louais. Ouais, je ne vais pas l'armiser par devers moi, je vais la... Exactement. Voilà, Mark Zuckerberg, c'est bien beau, mais il ne peut pas utiliser toute cette puissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Salim. Je pense que... Ça devient intéressant de voir que tous ces acteurs, aujourd'hui, travaillent presque en marque blanche pour faire du business avec des concurrents potentiels. En fait, ce qui est assez, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, il reprend le modèle AWS en fait. Ça rappelle à l'époque où Jeff Bezos avait acheté plein d'infrastructures en pensant au développement d'Amazon. Et à un moment, il s'est dit, qu'est-ce que je fais avec toute cette infrastructure? Je vais la louer. Et ils ont créé AWS. C'est ça. C'est la même chose quand tu regardes. C'est une sacrée histoire, ça. C'est pas venu, tu sais que c'est pas venu de Jeff Bezos. C'est venu, on l'avait rencontré il y a longtemps. Un patron qui est arrivé en disant, faut qu'on fasse autre chose, qu'on a une infrastructure qui, elle marche un peu quand les pics d'audience et tout ça. Mais là. C'est Andy Rubin. Non, c'était pas Andy Rubin. Non, c'était un patron d'innovation. Le nom ne me reviendra pas parce que, et c'est lui, il nous avait raconté un peu comment il va voir Jeff Bezos. Il dit, tous ces trucs-là, on devrait le louer. L'autre dit, écoute, fais-moi un business model, tu me montres ça, et puis hop, c'est parti. Ouais. Et pendant longtemps, ça a été la seule activité bénéficiaire. Bien sûr. Mais c'est ce qui a peut-être tenu à flot Amazon dans sa globalité, parce que le e-commerce d'Amazon a mis des années avant à décoller. Et Google, c'était pareil. Google avait de l'argent grâce à la pub, si tu veux. Mais pareil, au tout début de Google Cloud, pour le coup, là, je connais bien, c'était la même chose. C'était de se dire, il y a cette capacité et toute cette infrastructure mondiale qui a été mise en place pour Google, on va la louer. Là, c'est un peu la même chose avec la différence, c'est intéressant, qui est... juste pour revenir sur Zuckerberg, il avait fait à un moment une razzia sur les GPU NVIDIA. Donc il en avait plein, donc maintenant il est en train de les relouer. Là, ça devient intéressant par rapport à avant. Avant, on se rendait compte que les différents, comme on appelait les GAFAM, qu'on a changé de nom depuis, mais ils avaient tous une spécialisation. Là, tu te rends compte que tous, ils commencent à avoir une verticalisation et ils ont toutes les couches en fait maintenant. Tu vois, donc chacun a ses la puissance de calcul, et on parlait tout à l'heure d'Elon Musk, mais même l'interface utilisateur. Donc tout le monde veut avoir un peu de tout. Et puis comme tu manques un peu, tu te reloues aux copains à droite à gauche. C'est assez intéressant. Jérôme.
Ouais, non, mais à voir déjà si ça se concrétise. Je vais être négatif une nouvelle fois, mais non. À voir déjà pas mal les choses. non, après, moi, je trouve que c'est intéressant. Ce qui me fait un peu rire ou pas, mais ce que je trouve assez rigolo, c'est que Meta dépense beaucoup d'argent pour faire de l'infrastructure et notamment a signé des contrats avec ce qu'on appelle des néoclouds, donc notamment une entreprise qui s'appelle CoreWeave, qui est une entreprise américaine, où ils ont dépensé des milliards de dollars pour récupérer de la capacité de calcul chez eux. Et là, dans l'article, on dit peut-être qu'ils vont louer de la capacité de calcul à qui ? À CoreWeave. Donc en fait, chacun se loue de la capacité de calcul parce que ça dépend quand on a des data centers qui sont là ou pas. Enfin, je trouve ça assez rigolo. Et puis c'est peut-être pas le même type de calcul aussi, peut-être, non ? Là, je pense que c'est quand même un peu la même chose. C'est pas pareil. Mais ouais. Après aussi, à voir. Tu parlais de XAI qui fait ça. XAI le fait parce qu'ils ont bâti 2 immenses data centers à Memphis qui sont pas utilisés parce que XAI est pas utilisé. Meta, ils sont un peu dans la même chose. Est-ce qu'ils ont tellement investi dans l'IA pour avoir cette infrastructure parce qu'ils se disent tous les gens vont utiliser Meta AI. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent Meta AI. Alors peut-être, et quand il y a ça, alors il y a soit le côté positif, tu dis bon, ils vont mettre une nouvelle corde à leur arc et ils développent une nouvelle activité, un nouveau relais de croissance, ou alors tu as le côté un peu plus sceptique en disant ils font ça parce que ils ont tellement investi que leurs data centers ils servent à rien, donc il faut qu'ils les louent pour rentabiliser leur investissement. À voir, en tout cas, à quel moment c'est négatif ? Je dis pas que c'est négatif. C'est bien de toute façon. Oui, non, mais après, parce qu'il le dit pas en souriant. Oui. Je souris jamais, moi. Non, mais c'est bien pour eux. Oui, ça s'appelle pivoter dans la Silicon Valley, donc ils pivotent. Oui, je ne dis pas que c'est négatif. Après, à voir si c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Et d'ailleurs, Wall Street a plutôt apprécié l'annonce, alors que depuis des mois, l'action de Meta chute parce qu'on se demande justement qu'est-ce que va faire, qu'est-ce que tout cet argent va devenir. Donc, à voir si c'est vraiment un vrai pivot ou si c'est temporaire parce que Meta AI va marcher plus tard ou pas. Mais regarde, juste... Pardon, vas-y. Non, il y a plusieurs choses derrière tout ça. Déjà, il faut un peu rassurer les investisseurs. Bien sûr. Voilà, ça, c'est quand même toujours un point important. Il faut toujours les voir que derrière, ils regardent ce que font leurs investissements. On n'arrête pas de le dire, l'IA devient vraiment une industrie d'infrastructure. On le voit tous. Si Mistral, pour les citer, cherche à construire des data centers et tout ça, c'est pour gagner de l'argent. C'est pas avec les services ESN là qui vont arriver aux milliards, aux 2 milliards, aux 5 milliards, aux 10 milliards de chiffre d'affaires. Il faut passer par du compute, il faut passer par du centre de calcul. Et puis derrière, ça veut dire aussi que Meta, comme tu disais, ils pivotent et ils sont peut-être en train aussi de regarder, de faire un peu comme fait Amazon Bedrock. Ils vont proposer plusieurs modèles d'IA et devenir vraiment c'est un nouveau modèle de revenus pour et se dire après tout on a l'infra, on a les ingénieurs. L'IA, il y a la nôtre, mais on pourra peut-être en mettre d'autres comme fait Amazon avec Bedrock. Allons-y, quoi. On a les GPU, derrière, et puis voilà. Et puis dans ce domaine-là, on n'est pas non plus des manchots. Je pense moi, ce pour qui je craindrais un peu, c'est tous les néoclouds, là, les CoreWeave, les Nebius. Moi, pour eux, là, je commencerai à me dire oula. En fait, ça va tant que le marché continue de croître. En fait, si le marché arrête de croître. C'est eux les premiers qui vont trinquer. Surtout en plus, ils sont tellement endettés. Regarde, les télécoms, c'était ça. Ça marchait tant que le marché croît. Le jour où ça stagne un peu. Et puis même pour Meta, là, pour le coup, c'est moi qui serais négatif. Mais il commence à y avoir pas mal d'acteurs, si tu veux. Parce que quand tu mets... moi, je dis toujours, dans n'importe quel marché, au-delà de 3, il y en a un de trop. Et là, tu as déjà quand même Google qui est bien, tu as Amazon, tu as Microsoft. Il y a Oracle qui est en embuscade. Tout le monde commence à s'y mettre. Mais après, vous parliez de la bourse, et c'est vrai que quand tu regardes d'un point de vue marché, entre un revenu de pub qui est cyclique et un revenu d'infrastructure qui, lui, génère tout le temps, en général, on préfère le revenu qui est plus récurrent. Ouais, mais le revenu pub affiche de bien plus belles marges. Oui. Donc, la pub, forcément. Meta, ils ont une très belle marge que n'a pas le cloud, en tout cas. Pas forcément. Aujourd'hui, oui, mais je suis pas sûr. Après, ce qui est intéressant... Après, tu te rends compte les investissements que ça représente. Aujourd'hui, les achats des puces GPU que Nvidia vend des fortunes. C'est vrai que la publicité, c'est de l'argent facile, finalement. Alors, je suis pas en train de dire que c'est comme ça, mais toute la structure existe déjà chez Meta. Tu vois. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est, tu vois, je relis ça, une autre news que j'ai vu passer tout à l'heure, c'est Anthropic qui a signé avec Samsung pour développer des puces IA. C'est qu'on se rend compte que tous, et moi je me dis, mais
enfin, je ne serais patron de ces boîtes-là. Le champ des possibles, notamment. Tiens, et si on développait des puces? Attends, on a déjà les serveurs, on est en train de développer le modèle. Peut-être qu'un jour, on va se retrouver devant une montagne de puces inutilisées. Donc, ils se tournent, ils veulent contrôler un peu l'ensemble de la chaîne de valeur. Après, tu les vois tous, ils sont en train de sortir des IA un peu plus spécialisés pour le monde de l'assurance, pour le monde de la santé. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue, quoi. Et Meta, la verticalisation. Et je crois que Meta, ils ont compris qu'ils ont l'infrastructure, ils ont vraiment la base, le socle, les GPU parce qu'ils en ont plusieurs et ils continueront à l'acheter. Donc pourquoi pas se lancer là-dedans? Allons-y, c'est parti. Et voilà, nouvel acteur les Mac 7, comme ils appellent maintenant. 20h10, allez, on va continuer dans cette course folle à l'IA et nous intéresser à Infineon, qui a inauguré aujourd'hui une usine de puces à Dresde avec 3 mois d'avance, un symbole des ambitions européennes de souveraineté technologique face à l'Asie et les États-Unis, et de l'urgence aussi de se doter d'une industrie la plus indépendante possible dans le secteur des semi-conducteurs. Mais une étude parue aujourd'hui montre qu'on en est encore loin. Les explications d'Alexandra Paget, et on revient juste après. La Smart Power Fab de Dresde produit des puces dédiées à la gestion intelligente de l'énergie. L'usine s'insère dans le plan européen CHIPS Act qui vise à réduire les dépendances extérieures de l'Union. L'Europe ne parvient toutefois pas aux résultats escomptés car nous sommes très vulnérables, explique Pierre Selle, co-auteur pour l'Institut Montaigne. L'industrie des semi-conducteurs, c'est l'industrie de la mondialisation par excellence. Une puce peut faire plusieurs fois le tour du monde avant d'arriver dans son produit final. Et donc, on part de très loin. L'Union européenne, malgré plus de 52 milliards d'euros d'investissements publics et privés, reste de son propre aveu dépendante des pays tiers. Le nouveau plan CHIPS Act 2.0 vise donc à faire en sorte que les gigafactories européennes puissent s'approvisionner en Europe, au moins en partie. Être 100% autonome, ce n'est pas possible. L'idéal, c'est d'avoir un petit peu de capacité partout. Pour que si jamais quelqu'un coupe le robinet, on puisse au moins remplir nos besoins pour les industries critiques, pour que nos industries de défense fonctionnent, pour que les hôpitaux qui auront besoin aussi de puces pour leurs scanners puissent fonctionner. Objectif initial du programme CHIPS Act, doubler la part de l'Europe dans la production mondiale de semi-conducteurs de 10 à 20% d'ici 2030. Nous en sommes loin, à 10,5% en 2025. Voilà donc cette nouvelle usine, investissement, on le disait, Alexandra l'a dit, de 5 milliards d'euros, Infineon, et pas mal d'emplois à la clé, je crois 5 milliers d'emplois à terme. Voilà, bon, on ne sait pas trop à quoi vont servir ces puces en fait. On sait ou pas? Il l'a dit tout à l'heure, le reportage. C'était pour... j'ai oublié d'ailleurs. C'est quoi? C'est pour l'automobile? C'est pour l'IA? C'est quoi? C'est pour des industries critiques en fait. C'est qu'à un moment, tu ne peux pas, si tu parles de souveraineté, te dire je peux être en rupture. Ça me rappelle un peu le Covid où on avait oublié de produire des masques. Donc quand toutes les industries un peu critiques tournent sur de l'hardware qui est... de Chine ou des États-Unis, il faut bien avoir prévu une petite production pour nous, au cas où il faut continuer à faire tourner la machine. Alors c'est des puces pour des gestions intelligentes de l'énergie. De l'énergie, exactement. L'énergie. Voilà. Voiture. Mais les puces d'IA en Europe, il faut oublier. Non, bien sûr. Sauf si TSMC ouvre une usine, ce qui d'ailleurs était... l'Allemagne avait essayé d'inviter... Je crois que c'est toujours en cours, je ne sais pas où ça en est d'ailleurs, mais même là, c'est même pas des puces, c'est même pas des puces pour l'IA, ce serait plus des puces pour les voitures. C'est pour ça que c'est en Allemagne. Sur les puces, que dire? Je sais pas. Enfin, le rapport dont on parle, ils disent qu'on sait déjà en fait qu'on a une dépendance, que ce soit à la Chine pour les terres rares notamment par exemple, que ce soit à Taïwan pour la fabrication, que ce soit aux États-Unis pour la conception des puces et pour les choses comme ça. Donc malheureusement, je crois qu'il n'y a pas forcément d'issue à court terme, en tout cas. Je pense que à se dire qu'on construira des puces très puissantes, on peut faire des 20 nanomètres et tout ça, mais ça devient trop compliqué et je pense qu'il faut plus qu'on réfléchisse à comment on diversifie nos chaînes d'approvisionnement, comment on arrive à toujours ce que fait un peu ST Micro d'ailleurs. Bah oui. Mais voilà, avoir quelques acteurs qui peuvent jouer là-dessus, avoir ces différentes chaînes d'approvisionnement. Alors évidemment, on dépendra toujours un peu de la Chine, toujours un peu des US, mais voilà, on se fâchera jamais avec les deux en même temps.
Donc, faut jamais dire jamais, mais bon. J'ai appris à ne jamais dire jamais, tu sais. On réussira toujours à, tu sais, regarde l'histoire du monde et même l'histoire comment la France a réussi à se positionner. Ouais. Il y a des moments où on a été un peu. L'histoire ne se répète pas toujours. On ne se fâche avec personne. Mais alors, juste une chose. Oui, donc, ces puces-là pourraient se retrouver dans les voitures électriques, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Non, dans les centrales d'énergie. Voilà, les éoliennes, panneaux solaires, centres de données aussi. Alors, bon, centre de données, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon, voilà. En tous les cas, visiblement, il y aurait un marché pour ce type de puces fabriquées donc dans cette nouvelle usine. Salim. Non, en fait, moi, je reviens encore sur cette notion de souveraineté. Je pense qu'on... Tu vois, tu parlais d'ST Micro. Je pense que l'Europe... aussi. Ouais, non, mais tu vois, je pense que l'Europe devrait investir là-dedans. Quand tu prends l'exemple d'Intel, et moi, j'en faisais partie, hein, je pensais que c'était une boîte qui était morte. Et pourtant, l'État américain a réinvesti dedans. Quand tu regardes aujourd'hui, ils sont en train de repartir. Et donc, c'est jamais complètement perdu avant que ce soit complètement perdu. Et je trouve qu'on ne met pas assez d'efforts, on n'a pas encore assez compris au niveau européen que c'est capital de ne plus dépendre des Américains qui ne sont plus nos amis, malheureusement. Et ça, on ne met pas assez d'efforts dedans. Ça a été compris, puisqu'il y a le Chips Act qui a été mentionné dans le reportage. Il n'est pas assez poussé. Après, il y a une question d'argent aussi. Ouais. Il y a une question d'argent. Intel devait venir fabriquer des puces en Allemagne et ils ont annulé parce qu'ils avaient pris. Après, il faut aussi être totalement réaliste. Pour créer des puces, pour créer des usines de puces, il faut beaucoup d'argent et il faut beaucoup de compétences. On n'a ni l'un ni l'autre. Donc, moi, je pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur, l'État, la Commission européenne devrait mettre plus d'argent. Je pense que la bataille, elle est perdue, en fait. Et il faut le savoir. Même aux États-Unis, c'est compliqué. En fait. Même pour les Américains. C'est moi qui dis que la bataille est perdue. Pour une fois, j'ai trouvé quelqu'un qui dit encore plus que moi. Non, mais une usine de puces, c'est 40 à 50 milliards. Bien sûr. Et aujourd'hui, il va y avoir un politique européen qui va dire on va mettre 40 à 50 milliards parce que les puces, c'est important. Non, mais même, on décide de fabriquer cette usine. Il faut tout l'écosystème autour pour que c'est pour ça que je dis les chaînes d'approvisionnement, les composants qui doivent être dans ces puces-là soient à proximité. C'est ça qui est incroyable en Chine. Et les États-Unis ont le même problème que nous, finalement. Aujourd'hui, ils ont du mal à reproduire le schéma chinois parce que ils ont pas la capacité. Mais t'es d'accord que si tu commences pas un jour, tu n'y arriveras jamais. Puis tu as un gros problème de compétences quand même. Tu parlais d'Intel. Intel, leur gros problème, c'est la culture de tous les gens qui sont dans la boîte. Alors certes, il y a un nouveau PDG, certes, il essaie de donner un nouvel élan, mais enfin, t'as encore... on attend qu'ils montrent qu'ils sont capables de... Et puis 60 à 60% des employés d'Intel aujourd'hui, c'est des gens qui ont encore connu un peu les belles années d'il y a 15 ans, qui sont encore un peu ancrés là-dedans en disant vous verrez, on va s'en sortir. Bon, moi je pense qu'Intel va remonter aussi, elle va repartir, mais voilà, il faut du 109 et ce 109, ils l'ont pas forcément. Et nous en Europe, on l'a encore moins. Donc, on en revient à l'état d'esprit dont je parlais au départ. Jérôme, là-dessus. Et dernière chose, c'est que tu l'as vu quand Intel avait dit tiens, on va installer en Allemagne, mais il a levé. Enfin, tout le monde s'est dit on n'a pas une Union européenne aussi là-dessus. On va dire pourquoi en Allemagne et pourquoi. Tu vois, si encore on disait non, mais c'est vrai, si encore on disait tiens, l'Allemagne pour la construction des puces, la France pour la partie logicielle, l'Angleterre, pas en Europe, mais Pays-Bas pour tel. Tu vois, si on répartit un peu les rôles, mais on sait pas faire ça. Non. Tout le monde veut son petit bout en saupoudre et puis c'est mal parti. Et pendant ce temps-là, Tim Cook est là en train de chercher avec son détecteur de RAM, de la RAM un peu disponible à droite à gauche. Parce que sans RAM, pas d'iPhone, pas de Mac, pas d'iPad, pas d'Apple. Finalement. Sans RAM, c'est la galère, c'est ça? Sans RAM, c'est la galère. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Et je pense que Tim Cook rame en ce moment, justement, pour essayer d'en trouver. Je crois qu'on les a toutes faites. C'est promis, on n'ira pas plus loin. Jérôme, à moins que t'en aies une autre? Non, on est bon là? C'est bon. Ok, très bien. Et donc, Apple essaie de chercher tous azimuts de la RAM. Et il se trouve qu'il y aurait eu la possibilité de trouver un fournisseur chinois qui s'appelle CXMT. Le seul problème, c'est que ça va pas se faire, visiblement, parce que la Chine ne veut pas. C'est une boîte qui est donc chinoise. Est-ce que Trump va autoriser Apple à se fournir en RAM chinoise? Non. Et on se rend compte que même Apple, qui est quand même
on va dire, une boîte, si ce n'est la boîte la plus puissante du monde, se heurte, en fait, aujourd'hui, à cette pénurie de RAM et ne peut pas faire ce qu'il veut. Il faudra quand même, c'est un changement totalement de paradigme. Pendant des années, c'est Apple qui dictait, et Samsung, mais beaucoup Apple qui dictait la loi, et le patron de Micron a dit, Micron c'est l'un des grands fournisseurs de RAM, a dit c'est la faute d'Apple aujourd'hui parce que c'est Apple, pendant des années, ils ont fait pression pour que les prix baissent, donc nous on n'a pas pu investir. Aujourd'hui, Apple... c'est fort quand même. Non mais en 2023, il y a 3 ans, il faut se rappeler que tous les fabricants de puces mémoire étaient dans le rouge. Ils perdaient de l'argent, ils perdaient des milliards de dollars. Oui. Aujourd'hui, on est en 2026, ils gagnent des dizaines, des centaines de milliards de dollars. Donc c'est incroyable le retournement qu'il y a eu. Aujourd'hui, Apple c'est l'arroseur arrosé, quoi, finalement. Apple est aujourd'hui en concurrence avec des boîtes qui font de l'IA, qui ont beaucoup d'argent et surtout ce que ne fait jamais Apple, c'est de mettre de l'argent en avance. Aujourd'hui, quand tu es Nvidia, que tu veux chercher de la RAM pour mettre sur ton GPU, tu dis je vous donne tant de milliards pour sécuriser tant de RAM pendant tant de mois. Et Apple ne faisait pas ça. Apple ne fait jamais ça. Apple, eux, ils ont tellement un pouvoir de prix qu'ils ont. On va négocier et petit à petit. D'ailleurs, ils étaient peu à faire ça. Hein. Oui, bien sûr. Il n'y a que l'IA qui fait ça. En fait. C'est parce que l'IA, ça a changé tellement la donne. Il y a tellement des besoins qui sont importants. Et il y a tellement de moyens finalement. L'argent qu'il y a, que les gens, ces boîtes ont, elles peuvent mettre. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, Apple est dans une situation où ils n'ont pas assez de RAM, donc de RAM et de NAND, de faire autre chose. Et donc il y a des analystes qui disent, ça se trouve, l'iPhone 18 qui sort là en septembre, il y aura peut-être entre 10 et 20% de moins que d'iPhone 17, ce qui est quand même énorme finalement. Et donc l'idée, c'est de trouver où on va trouver la RAM. La RAM, il y a 3 acteurs qui font de la RAM. Alors il faut démonter les iPhone 17, prendre la RAM du 17 et la mettre dans le 18. Non mais ce serait pas mal pour la planète au final. C'est ce que je faisais quand j'étais jeune développeur. La nuit, on allait démonter dans les postes des la mémoire vive, dans les postes des assistantes qui avaient besoin juste de. C'était pas Word à l'époque, c'était Perfect. Tu leur prenais une petite barrette de RAM. On prenait des barrettes de RAM. Non, il est véridique. Mais je faisais pareil. Il y a quel voleur, quel voyou ce Fred Simotel, pardon. Non, je finis vite fait. Il y a 3 acteurs qui font ça, et il y a un 4e acteur qui est chinois, dont tu as mentionné le nom, qui aujourd'hui était sur une liste noire du Pentagone, c'est-à-dire que cette entreprise est considérée comme une entreprise qui travaille avec l'armée chinoise. Il n'y a pas théoriquement, Apple peut quand même aller chez eux, mais il faut quand même avoir... ils voudraient sécuriser l'accord de Washington avant de le faire. Et ça serait, il faut quand même préciser, ça serait pour les iPhones qui seraient vendus en Chine. Ça ne serait pas pour les iPhones qui seraient vendus aux États-Unis. Là, je pense que ça passerait jamais. Mais finalement, voilà, donc ils essaient d'avoir l'autorisation de Washington. On ne sait pas si Washington va autoriser ça parce que finalement, cette boîte devait se retrouver sur une liste noire encore plus grave parce que ils sont considérés être amis de l'armée chinoise. Donc, à voir si Tim Cook, et a priori, ça sera Tim Cook qui va faire à partir de septembre parce que Tim Cook va passer la main. On le sait. Et l'une de ses nouvelles fonctions, ça sera de négocier avec les gouvernements. Et donc, c'est peut-être lui qui ira voir Donald Trump ou l'administration américaine pour essayer de récupérer des puces chinoises. Mais Apple doit se dire, c'est étonnant. Moi, je suis persuadé que dans les prochaines années, Apple va fabriquer lui-même sa mémoire. Je pense qu'ils vont investir parce que je pense qu'Apple doit détester la situation dans laquelle ils sont actuellement, d'être dépendant d'un fournisseur, alors qu'ils essaient depuis des années d'être autonomes en fait dans ce domaine-là. C'est compliqué de faire l'argent. Mais ça coûte quoi? Allez, combien? 50 milliards? Ah non, beaucoup plus que ça. C'est pas par hasard que tu n'as que 3 acteurs. Hein. C'est les autres en plus la partie HBM qui est pour la partie IA, elle est encore plus complexe. Non, alors c'est pas aussi complexe que du ASML, mais c'est quand même des process compliqués. Et puis avant d'être rentable, tu vois, il faudra 10-15 ans, parce que le temps que tu fasses tous tes déchets, tout ça. Ouais, mais là, en attendant, ils vont perdre beaucoup d'argent s'ils n'arrivent pas à shipper autant de c'est pas ce que va faire Elon Musk avec le Terafab. Mais tu vois. Non, c'est pas la puce mémoire. C'est pas la puce mémoire. Et juste Apple, ils peuvent concevoir la puce mémoire. À la limite, ils pourraient, comme ils conçoivent aujourd'hui leur GPU, leur processeur. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de capacité pour les produire. Donc, qui va les produire? Il faudra aller chercher ces TSMC qui ne produisent pas aujourd'hui de mémoire TSMC. Et encore une fois, ça revient au même. Tu auras beau avoir des robots, il faut de la manœuvre quand même. Faut monter tout ça. Il faut des machines aussi, les machines. Mais à l'horizon, je sais pas moi, 10-20 ans, tu vois. Est-ce que c'est pas l'idée d'être autonome? Mais peut-être qu'ils le feront. Mais pour moi, je pense qu'il y a 15 ans, il y a 15 ans, on disait Apple qui va faire son propre processeur, ils le feront jamais. Personne n'y Voilà. Et aujourd'hui, ils font leur puce réseau. Qui aurait pu imaginer qu'Apple allait faire sa propre puce 5G, sa propre puce Wi-Fi? Ils le font maintenant. L'autre soir, je présentais à la place de François Tech & Co et je disais ça au débat. Je me rendais compte, on est en train d'avoir un débat autour de la mémoire RAM. Quoi. On t'aurait dit ça, mais il y a même 2 ans, on t'aurait dit non mais t'es rigolo, attends, on n'est pas geek, technique et c'est sûr. On arrête là parce que juste, j'aimerais qu'on enchaîne sur un dernier sujet, s'il te plaît, Salim, qui en plus va t'intéresser. Peut-être que tu y étais à l'époque quand Google s'est fait choper avec
avec cette amende de plus de 4 milliards de dollars. C'était en quelle année ça ? 2018 l'amende. 2018. Tu y étais déjà oui, tu étais parti 2012-2020, donc j'étais bien. Ouais, tu étais bien dedans, voilà. Bien dedans. Donc, voilà, toujours pour les pratiques anticoncurrentielles. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer pourquoi Google avait été toqué par l'Union européenne à l'époque ? Tu t'en souviens ? De mémoire, si tu veux, en gros, c'est quoi ? C'est toujours sur cette position hégémonique, en fait, de se dire, ok, est-ce qu'à un moment je donne le droit à l'utilisateur de pouvoir avoir le choix, en fait. Et ça a été tranché. C'est que oui, il faut donner le choix. Et après, il y a eu plein comment dirais-je, de sites qui se sont portés. Pas partie civile, mais en tout cas contre Google pour dire voilà, nous on est contraint par Google de passer par Google, en fait. Et c'est rigolo parce qu'à l'époque. Alors c'était abus de position dominante concernant Android. Allez, vas-y, Jérôme. Voilà. Après, ce que reprochait la Commission européenne à Google, c'est de profiter de la position d'Android pour donner un avantage à son moteur de recherche et à Chrome. Et donc, grosso modo, le principal reproche, c'était que Google obligeait les fabricants de téléphones Android, donc les Samsung, Xiaomi, tous les autres, à préinstaller obligatoirement, si on voulait avoir accès au Play Store, donc à la boutique d'applications, il fallait obligatoirement que Chrome soit préinstallé, que toutes les applications Google soient préinstallées, et notamment la barre de recherche sur l'écran d'accueil. Et finalement, ça verrouillait les gens, c'est que comme tu avais Google qui était sur le téléphone, tu utilisais que Google. Et donc, il y a eu une plainte qui a été déposée en 2015, donc il y a 11 ans, et là, on arrive juste au bout. Et puis, il verrouillait 90% du marché. Bien sûr, toujours d'ailleurs. Oui, toujours. C'est vrai. Plus grosse amende de l'histoire de l'Union européenne, 4,3 milliards qui a été ramené à 4,1 milliards. Et alors Fred, là on en est au bout, c'est-à-dire qu'il y a eu appel, recours, etc. Là il faut qu'ils payent. Je pense qu'ils ont déjà payé. Mais, ils ont déjà payé, tu crois ? Oui, je pense que c'est pas suspensif. Ce qui change aujourd'hui, c'est ils vont être exonératés. Mais ils ont déjà donné les 4 milliards ? Je pense, oui. Je sais pas, mais je pense que oui. Ce qui change aujourd'hui, c'est que maintenant, comme c'est définitif, toutes les boîtes qui s'estiment avoir été abusées par Apple peuvent porter plainte. Et on l'a vu notamment par Google, pardon. On l'a vu notamment sur Google Shopping. Il y a plein de procès qui sont en cours en Europe, sur ça risque de faire un peu jurisprudence, c'est-à-dire que. En fait, comme ils ont été définitivement condamnés, maintenant on peut les attaquer et demander des dommages-intérêts. Mais tu sais que si se font, moi, je même un peu plus loin, j'en parlais ce matin avec quelqu'un qui connaît bien ces sujets-là. Il me disait, mais s'ils se font attaquer effectivement par d'autres, on pourrait même commencer à reparler, entre guillemets, alors démantèlement, le mot est un peu fort, mais à commencer à reséparer un peu tout ça. On pourrait en arriver là aujourd'hui. Et juste un dernier mot, parce que souvent on dit, ouais, mais 4 milliards pour Google, c'est ce qui est... Non. Ça pique. Là-dedans. À 4 milliards, ça pique. Beaucoup. Hein. Et je pense même, même 1 ou 2 millions. Je dis toujours, ramenez ça à vous. On vous met une amende, même si vous avez des revenus confortables. Après, tout dépend de ce que ça rapporte. Si par exemple tu payes une amende de 2 millions et que tu t'es gavé pendant des années et que finalement ça te coûte qu'un 2 millions, tu sais, c'est un peu comme le PV, quoi. Oui, mais je dis ça, tu vois, c'est un peu comme toi. Si tu as un revenu un peu confortable, on te met une amende de 10 €. Ça va pas, tu vas pas mourir à cause de ça, mais tu te dis, ça t'embête quand même. Ouais, ça pique. Pour moi, là, au-delà de, comme tu dis, ça fait longtemps, plus de 10 ans que ce truc il est là, mais le vrai truc que je vois, moi, au-delà de l'amende, il y a deux choses. Un, c'est que enfin, l'Europe arrive à montrer que oui, il y a des règles en Europe et il faut les appliquer. Donc même si ça prend du temps, au moins c'est les appliquer et c'est déjà une bonne chose. La deuxième, c'est que justement par rapport à tout ce dont on a parlé sur ces nouvelles interfaces où tu auras une IA qui va piloter tout ça, il n'y aura même plus d'histoire de Google, de Microsoft, etc. Tu auras une interface qui va te donner accès au reste. Et qui aura le droit ? Est-ce que ce sera un Google ou est-ce que ce sera Et comment on va gérer ça ? Je ne sais pas du tout en fait, parce que il y aura forcément un monopole. Et dans le pipe, il y a une autre amende de quasiment 3 milliards concernant justement les pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne. Alors là, ça, c'est pas officiel encore. On est au tout début du cheminement, voilà. Mais ils ont déjà eu beaucoup d'amendes. Je crois qu'ils en ont eu 4 déjà. Ouais. Il y a eu 7,7 milliards aussi avec Klarna, là, qui est. C'est clair. Ça, c'est la FinTech. Chose aussi. Écoutez, voilà, c'est sur ces chiffres mirobolants. Multirécidiviste, Google. Multirécidiviste, attendez, franchement. Non, mais il faut se remettre dans l'époque. À une époque, il n'y avait pas de contrôle des États. Et là, on commence à se rendre compte que les États commencent à comprendre que la fête est finie. Voilà, la fête est finie. Et qu'il y avait des supra-États qui étaient ces grosses boîtes. Et cela dit, comme on dit, ils payent 4 milliards. Mais pendant toutes ces années, combien de milliards ont-ils engendré avec justement toutes ces pratiques qu'ils avaient ? Mais combien de services ont-ils aussi offerts gratuitement ? Il faut aussi y penser. Bien sûr.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Salim Nassur de Mars. Merci à Jérôme Marin, cafetech.fr. Toujours, on lit et on l'apprécie. Et Frédéric Simotel. On se retrouve la semaine prochaine, mon Fred. Bien oui. Pour la dernière semaine de Tech & Co avant la playa. Et si on parlait d'OpenAI la semaine prochaine? Tu crois? Oui, je pense qu'il y aura quand même 2-3 trucs à raconter là-dessus. Allez. Voilà, on sera très heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Moi, j'aurai le plaisir aussi de vous retrouver demain pour De quoi je me mail, demain soir sur BFM Business. Et puis en diffusion tout le week-end. Et autrement, on se retrouve lundi dès 19h30. Très belle soirée. À très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.